Alors donc, on va commencer maintenant. De toute façon, les premières diapositives, c'est juste pour introduire un peu ce qui se passe. Donc, vous êtes dans le 24 heures de passe francophone. Bienvenue. On est maintenant rendu à quelque chose comme la 9 ou 10e session depuis ce matin. On va avoir d'autres sessions aussi demain, tout aussi intéressantes. S'il y avait quoi que ce soit durant la présentation, vous pouvez soit nous écrire ou vous avez aussi Technical Assistance. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez poser une question, soit au présentateur, soit au modérateur qui est moi, vous allez pouvoir le faire par l'interface de GoToWebinar. Vous pouvez même maximiser votre écran si vous voulez. Et à la suite de la présentation, vous aurez un sondage que vous pourrez remplir. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à tweeter avec les mots-clés suivants, hashtag 24 HOP French, @SQLPass, Gus France et MSDev, @MMSDev Montréal. Donc, sans plus tarder, je vais passer le contrôle à Cédric. Cédric, voilà, justement. Merci Christian. Oui, attends un petit peu, juste mettre présentateur. Voilà, tu devrais être capable de partager l'écran maintenant. En effet, normalement, ça devrait arriver. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Oui, moi je la vois. Parfait. Merci. Ok, parfait. Je vais craindre que tu sois le seul, mais bon. Ok, allons-y. Voilà. Tout à fait. Alors, d'abord, bienvenue à cette session sur R et sur SQL Server. Alors, de quoi va-t-on parler ici? On va d'abord voir brièvement ce que c'est R, parce que tout le monde ne connaît pas R, et donc on va remettre tout le monde à niveau en 5 minutes pour expliquer d'où vient R, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on l'utilise, et tout ça. Ensuite, on fera nos premiers pas avec R. Donc là, on verra vraiment les bases de la syntaxe et tout ça. De nouveau, ces 5 minutes, c'est juste pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, le point suivant, peut-être un des plus intéressants, on fera une première exploration de données avec R, c'est-à-dire qu'on parcourra un ensemble de données, une table qu'on aura récupérée d'SQL Server, et on verra comment on peut exploiter ces données-là avec R et les découvrir. Finalement, on arrivera vraiment au cœur de la session, c'est l'intégration de SQL Server et de R. On verra que c'est un très beau mariage, on verra surtout quels sont les bénéfices et qu'on peut en tirer parti assez facilement. Et finalement, on fera une petite intégration un petit peu spéciale pour avoir un petit truc un peu plus punchy sur la fin, c'est d'utiliser R et Reporting Services ensemble pour faire une belle image sur un Reporting Services avec un petit graphique R qui sont toujours très sympas. Et on verra ce que ça peut, comment on peut réaliser ceci. Allons-y. Alors, en 2 mots, je ne vais pas passer une demi-heure sur ce slide, juste dire que je ne suis pas du tout un spécialiste R. Moi, ma spécialité, c'est plus tout ce qui est agilité en Data Warehouse, orientation qualité en Data Warehouse, mais je suis devenu un fan de R. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment justement cette agilité et tout ça. Donc ça permet vraiment de découvrir les données, d'aller très rapidement comprendre les données qu'on a, voir si on n'a pas des erreurs dans les données, tout ça. C'est vraiment très facile à utiliser, on peut facilement revenir en arrière, continuer à avancer. C'est vraiment un outil très puissant et on l'utilise beaucoup pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec R pour ceux qui sont nouveaux? Eh bien, d'abord, on peut écrire du code, énormément de code avec R. On pourrait théoriquement faire à peu près n'importe quoi avec R, même du développement orienté objet si vous voulez, si vous n'avez rien d'autre à faire, c'est vraiment une excellente idée. Mais surtout, on doit l'utiliser pourquoi? Pour tout ce qui est mathématiques, statistiques. Et quand on parle à l'heure actuelle de mathématiques et de statistiques, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas uniquement de ces deux choses-là, mais surtout aussi de machine learning, de simulation, de traitement de signal, un ensemble de choses qui permettent vraiment aujourd'hui de faire des solutions tout à fait sur mesure et qui sont de plus en plus généralisées. Si vous allez sur Amazon, ben vous avez du machine learning, vous avez du prédictif et ce genre de choses. C'est à peu près le cas sur de plus en plus de sites web, c'est plus réservé à une élite, comme c'était le cas peut-être il y a 10 ans. Maintenant, un petit peu tous les sites web se mettent à faire du machine learning et ce genre de choses, mais il n'y a pas que les sites web. Dans l'industrie, tous les jours, vous allez retrouver du machine learning, ça commence à se généraliser. Mais R,
c'est pas juste ces codes et ça permet pas juste d'avoir des maths et de trouver un super modèle, ça permet aussi toute cette partie graphique et de faire des superbes graphiques. Alors les graphiques sont pas toujours nécessairement destinés à s'afficher sur un beau rapport ou des choses comme ça, parce que les graphiques vous servent aussi à visualiser vos données. Donc visualiser dans le sens de mieux comprendre et de comprendre comment fonctionnent vos données, comment elles sont réparties et tout ceci. Et donc ici, vous avez avec R la possibilité de faire des graphiques, qu'ils soient statiques ou dynamiques, et vraiment de présenter des choses très jolies tout en continuant à être capable d'explorer vos données. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que tout ça c'est bien joli, mais ça on a depuis longtemps, ça s'appelle Excel, on l'a tous sur notre machine, et tout le business l'utilise. Et je suis entièrement d'accord, en fait. Ben, Excel, c'est surtout avant tout un gain à court terme. Comme je l'ai dit précédemment, tout le monde connaît et donc tout le monde peut utiliser Excel. Donc il y a vraiment une facilité d'accès et une habitude qui permet à tout un chacun de croire qu'il est capable de faire du traitement de données. Mais R, c'est plus que ça va plus loin, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctions et des modèles qui sont beaucoup plus puissants. Avec Excel, faire du machine learning, c'est pas possible. C'est vraiment très compliqué et ça demande beaucoup de temps. Non, ici, vous pouvez vraiment télécharger de nombreux packages qui sont disponibles sur le web et qui sont maintenus par une communauté vraiment spécifique à R, ou vous pouvez prendre les packages natifs qui viennent avec R, et donc tout ça vous donne la possibilité d'être beaucoup plus puissant que Excel. Mais surtout, la grosse différence entre R et Excel, c'est tout ce qui est organisationnel. Pourquoi? Ben, on a tous eu l'expérience dans Excel de récupérer l'Excel d'un ami ou d'un collègue qui nous dit oui c'est facile, t'as qu'à suivre les formules. Et puis on part dans tous les sens, découvrir que la formule là, elle utilise 4 cellules, vous allez voir dans une de ces cellules, ça en utilise encore 4 autres, et ça devient une espèce de pyramide et plus personne ne s'y retrouve. La question qu'on se pose toujours c'est mais par où je commence dans cette feuille Excel? Et donc, ça, c'est pas un problème qu'on retrouve dans R, puisque le code, c'est du code, comme vous taperiez du code C#, du code SQL ou n'importe quel, il est visible, il est dans un ensemble de fichiers, vous pouvez l'organiser en plusieurs fichiers, et il n'est pas mélangé avec les données. Donc beaucoup plus de lisibilité au niveau du code, et ça, c'est vraiment un atout phénoménal. Le point suivant, c'est qu'il est impossible de polluer son jeu de données. Puisque le code est séparé du jeu de données, on n'a plus les problèmes qu'on a avec Excel, où vous oubliez de copier la formule au-delà de la ligne 2000 ou de la ligne 3000. Il y a un exemple très connu, c'est en biologie, où il y a toute une étude qui a été menée, et en fait toute l'étude est fausse, et on s'est rendu compte que 2 ans plus tard, à cause d'un problème de copier-coller en Excel, qui faussait toute l'étude, toute la formule. Et donc ça, avec R, bah, ça n'aurait pas été possible, et on aurait probablement avancé beaucoup plus vite au niveau biologique si on avait utiliser directement le bon outil et pas Excel. Mais donc vraiment, il y a moyen de séparer, d'avoir un code clean, compréhensible par tout le monde, ou par en tout cas tout développeur R, et maintenable. Alors, il y a un aspect aussi qu'il faut toujours revenir dessus, c'est tout ce qui est présentation. Je suis un grand fan d'Excel pour tout ce qui est présentation. Je trouve qu'ils font des très beaux graphiques, mais R vraiment permet de faire beaucoup plus. Il y a vraiment des très jolis graphiques. Donc ici, je vous en montre un qui a été fait par le New York Times, qui est une animation qui est faite, qui permet vraiment de voir la puissance de R. Il y a un nombre de points très élevé qui est affiché. Il y a du mouvement, il y a tout ce qu'il faut, il y a des dégradés de couleurs. Donc ça, c'est juste fait avec R, et bien sûr des extensions de R, c'est pas vraiment le R natif. Et donc vous pouvez arriver à faire ce genre de choses-là, qui sont très jolies. Alors, R, est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est vraiment un langage qui est utilisé par beaucoup de gens, ou bien c'est utilisé par une certaine élite, ou bien maintenant c'est utilisé par tous les fans de Microsoft? Non. R, c'est vraiment le langage de l'analytique avancée. Donc pour pouvoir dire ça, je me suis basé sur une étude de Rexer, qui est vraiment quelque chose de très connu au niveau analytique. Chaque année, ils font une étude, et ici, ils annonçaient que 76% de gens qu'ils ont interrogé et qui sont des professionnels de l'analytique utilisent R. Donc c'est plus un outil du tout comme il pouvait l'être peut-être il y a une dizaine d'années, anecdotique, vraiment, depuis 4-5 ans c'est devenu l'outil que tout le monde utilise. Mais encore mieux que ça, c'est que 36% des personnes qui ont été interrogées répondent que R est vraiment l'outil qu'ils utilisent le plus, vraiment leur outil primaire, le premier outil. Alors il faut savoir que le deuxième fait moins de 10%. Donc c'est vraiment une très grosse marge que R a, et donc vraiment la trend est très positive pour R à ce niveau-là. Une autre façon de voir la popularité de R,
c'est de se baser sur le nombre de questions qu'il y a sur Stack Overflow. Et donc ça, c'est plus vous serez haut dans ce graphique, plus vous avez des questions sur Stack Overflow, ce qui ne veut pas nécessairement dire que le langage est mal fait, mais plutôt qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Et plus vous êtes à droite, plus il y a de projets en GitHub. Et donc ce qu'on voit, c'est que R, entouré ici en vert là-bas, est vraiment très très haut sur ce graphique, ce qui est donc un bon positionnement, et qu'il est juste derrière tout un groupe de langages comme Objective-C, C++, et des choses comme ça, qui ne sont pas des langages d'analytique, qui sont des langages généralistes avec lesquels vous pouvez faire aussi bien un site web qu'une application Windows, ce genre de choses. Et donc, il est vraiment dans le peloton de tête. Si on compare par rapport à d'autres langages avec lesquels on pourrait faire la même chose que R, Mathematica, je ne connais pas du tout, et Julia, qui est vraiment un langage aussi très intéressant, on voit qu'ils sont beaucoup plus derrière, et qu'il y a moins de projets, qu'il y a moins de questions, donc vraiment, R est un leader. Si on veut le comparer à un autre langage qui permet de faire l'équivalent de R et qui est Python, on voit que Python est mieux classé, mais bon, ce classement est fortement influencé par le fait aussi que Python soit un langage généraliste. Et si on regarde vraiment sur les questions analytiques et sur le nombre de projets analytiques au Python, on peut franchement se dire que R est mieux classé. Si on compare par rapport à quelque chose qu'on connaît nettement mieux aujourd'hui, c'est SQL. Alors on voit que SQL, il y a plus de questions, mais qu'il y a beaucoup moins de projets. Ça, c'est quelque chose de connu pour SQL et XML, qu'il y a très peu de projets en GitHub dessus. Mais on voit que le classement n'est pas beaucoup meilleur. Et donc vraiment R, très très populaire à l'heure actuelle. Donc ne vous en faites pas, si vous mettez à R, c'est pas pour 1 ou 2 années, ça risque de durer vraiment très longtemps, peut-être une bonne dizaine d'années, une vingtaine d'années, ce qui est vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, alors maintenant qu'on connaît tous R, on se demande tous comment on va pouvoir taper nos premières lignes de code avec du R. Et avant de faire ça, je vais rappeler quelques petites choses à propos de R. R est un langage fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez connaître le nom des fonctions. Vous allez tout le temps appeler des fonctions auxquelles vous allez passer un ensemble de paramètres qui sont vos variables et ça va vous donner un résultat. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. C'est pas un langage fonctionnel pur comme les F# par exemple, non, c'est un langage fonctionnel pratique qui permet vraiment de travailler. Pas qu'on ne peut pas travailler avec F#, mais vraiment plus accessible que F#. Petite remarque pour tous ceux qui sont des grands fans de SQL Server, R est case sensitive, donc il va falloir faire attention à vos majuscules et à vos caps lock, c'est pas plus mal. Deux petites remarques, parce que c'est toujours bien de le savoir avant de commencer, avant de lire le code de quelqu'un d'autre. Si vous voulez passer à la commande suivante, vous pouvez soit utiliser le point virgule, soit simplement le retour à la ligne, même chose que SQL Server. Et les commentaires, eux, sont annotés d'un petit dièse. Donc chaque fois que je passe une ligne avec un petit dièse, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai commenté la ligne. Pour vraiment pouvoir débuter en R, il faut passer aux différentes structures qui composent le R. Alors ce que vous devez savoir, c'est que R est un langage spécialisé en statistique, et donc avant tout, son première variable vraiment intéressante, sa première structure intéressante, c'est le vecteur. Le vecteur, c'est quoi? C'est celui que vous aviez vu quand vous aviez 15-16 ans et que vous étiez à l'école. C'est une seule dimension, un seul type, donc c'est tous les integers ou tout du numérique ou tout du caractère, pas question de mélanger les deux. La matrice, c'est l'évolution du vecteur. Elle va se trouver sur 2 dimensions. C'est de nouveau la même chose que ce que vous avez vu toujours à 15-16 ans si vous avez fait un peu de maths. Il y a toujours un seul type à l'intérieur, donc tous des entiers. Elle se balade sur 2 dimensions. La table, et c'est là où il faut faire très attention, la table, c'est une généralisation de la matrice. Donc pour nous qui sommes habitués à SQL Server, ça n'a rien à voir avec une table de SQL Server. Si on parle d'une table de SQL Server, alors en R, il faut parler de ce qu'on appelle un data frame. Le data frame a donc 2 dimensions, qui sont l'équivalent des lignes et des colonnes. Et en plus, chaque colonne est un vecteur. Ça veut dire que le type peut y être différent. Donc, clairement, le data frame, c'est l'équivalent d'une table en SQL. Et vous verrez, dans beaucoup de choses, on utilise la notion de vecteur. Un petit rappel de statistiques. Donc, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose qui est très important quand vous vous mettez à R, que c'est votre première fois que vous commencez à coder en R et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler parce que sinon on a des résultats qui sont parfois un petit peu bizarres. C'est la notion de facteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un facteur? Un facteur en anglais, c'est quelque chose qui prend un nombre de valeurs limitées. On parle de variables discrètes. Ça veut dire par exemple, si vous prenez des observations météo, ça va être l'endroit où se trouve cette observation météo. Ça va être le temps auquel, donc
la date et l'heure à laquelle vous prenez cette observation. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait du soleil ou qu'il n'y en ait pas. Ça peut aussi être un facteur. Donc c'est un nombre limité de valeurs et chaque valeur porte un nom un petit peu spécial qui s'appelle un level. Il faut savoir que d'un point de vue technique, R, bien qu'il affiche une chaîne de caractères, va stocker vos ensembles de facteurs comme des integers, donc pour optimiser un petit peu sa mémoire. À l'inverse, vous avez les observations. C'est quoi les observations? Ce sont des valeurs qui sont continues. Donc vous pouvez avoir n'importe quelle valeur. Par exemple, je vais reprendre mon exemple d'observation de température. Et bien là, la température, très clairement, ou le niveau d'humidité, ou ce genre de choses, vont être des valeurs continues. Je peux avoir n'importe quelle valeur entre moins 40 si je suis au milieu du Canada, ou bien plus 40 si je suis dans le sud de la France. Et je vais donc avoir un ensemble de valeurs très large qui va me permettre de faire des statistiques dessus. Donc c'était vraiment une notion très importante parce que si vous n'exploitez pas correctement les facteurs, vous risquez d'avoir des résultats qui sont très très bizarres puisqu'en statistique, les deux sortes de facteurs et les observations vraiment se catégorisent de deux façons différentes et interviennent de façon différente dans tous vos algorithmes. Allez, on va passer un petit peu de code et on va passer aux bases syntaxiques en R. Donc, je vais reprendre ici RStudio. Alors, qu'est-ce que c'est RStudio? C'est l'éditeur avec lequel vous pouvez faire du R. Alors, vous pouvez aussi utiliser Visual Studio, puisque maintenant Visual Studio dispose d'un éditeur R. Moi, je suis habitué, j'ai commencé sans ça, donc je préfère encore utiliser R, ce qui m'évite de lancer Visual Studio 2 fois ici pour la démo en plus. Mais bon, ça c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous prenez Visual Studio, vous avez exactement le même environnement. En fait, c'est copier-coller, et donc ça pose vraiment pas de problème. Alors, petite précision, ce RStudio est gratuit aussi, puisque tout R est en open source, et donc vous n'avez pas de souci de licence. Bien sûr, il y a des compagnies à côté de R qui entretiennent et qui proposent des IDE et tout ça. Eux sont payants, mais RStudio, lui, est gratuit, et R est gratuit en général, open source. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais déclarer une variable x, et je vais lui assigner une valeur de 10. Alors, l'assignation ici, elle est faite comme une flèche qui va de la droite vers la gauche. C'est un petit peu spécial, il faut vous y faire, mais bon, au bout de 10 minutes, c'est fait. Donc, je définis ma variable x. C'est juste parce que je viens de le relancer, donc il a un petit souci, mais c'est pas grave. Donc, x est égal à 10. Si maintenant je veux imprimer ma valeur x, tout simplement, vous voyez dans le fond de l'écran, donc ici, qui m'a dit que x avait une valeur de 10 pour le premier vecteur, le premier élément du premier vecteur. Donc, toujours important, toujours savoir que R, ici, va toujours se matérialiser comme des vecteurs, tout est vecteur en R. Si maintenant, vous voulez définir une variable y qui vaut x plus 5, voilà, simplement, donc ici, j'assigne la valeur y, et donc, si je veux imprimer y, ça fait 15. Vous voyez ici aussi, il y a une petite aide, ça vous donne toutes les valeurs et tout ça. Donc, relativement simple de s'y mettre, c'est pas très très compliqué une fois qu'on a compris que la flèche, c'était simplement une assignation, donc le égal habituel. Si maintenant je veux définir un vecteur z, je vais écrire comme ceci, un vecteur où je vais mettre la valeur 1, 5, 6, 7. OK. Et si je veux prendre 7, voilà, et donc de nouveau ici, dans le fond de mon écran, il m'affiche que z est un vecteur avec une seule ligne dont les valeurs sont 1, 5, 6, 7. Je peux le voir aussi ici, je vois qu'il a 4 positions. C'est ceci la syntaxe de base. Si maintenant je veux multiplier z par y, eh ben, j'ai mon nouveau vecteur ici qui est défini, et donc les valeurs 15, 75, 90, 105 qui sont simplement la multiplication de chacune de mes valeurs par ma valeur y qui valait 15. Donc voilà un ensemble de mathématiques très simple à utiliser. Alors ce que je vais peut-être lui faire, c'est lui dire ici que ça s'appelle A. Comme ceci. Donc j'ai défini ma valeur A qui vaut ça, et je vais simplement lui dire ici de tracer un histogramme avec A. Voilà. On va aller tout de suite comme ça.
Ici, voilà, mon premier histogramme avec A, où il me donne un ensemble de fréquences. Donc j'ai une observation de 0 à 50, deux observations de 50 à 100 et une de 100 à 50. Donc ça, c'est vraiment très facile. Quand j'ai dit que c'était un langage fonctionnel sur lequel il fallait connaître les fonctions, et bien la fonction ist vous classe simplement ceci. Une autre façon d'aller très très vite, c'est de faire ici un summary de votre variable A. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un summary? Eh bien, il va vous dire simplement un ensemble de choses qui sait à propos de votre vecteur A. Et donc ici, il va me dire, la réponse, il me l'a donné ici, le minimum c'est 15, la médiane est à 82,5 et le maximum est à 105. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de petites fonctions de base et qui vous permet de voir comment on peut travailler avec R. Poursuivons, on va retourner ici, on reviendra vers nos démos plus tard. Et donc, on va passer au point suivant qui est l'exploration de données avec R. Alors, qu'est-ce qu'on parle d'exploration de données? Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose en exploration de données, c'est la préparation des données. Donc, quand je dis que je vais explorer des données, d'abord, je dois les collecter, savoir où elles sont, dans quelle base de données, dans quel fichier elles sont, et ensuite établir la structure de données, c'est-à-dire répartir dans différentes tables, créer une view éventuellement au-dessus pour avoir quelque chose de plus manipulable. Donc vraiment fixer, dire que ça aussi c'est un integer, que ça c'est une chaîne de caractères, et puis éventuellement après il y a aussi rechercher toutes les erreurs dans ces données, tout ce qui ne correspond pas à la structure, ou bien toutes les données qui sont notablement fausses. Une fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai un montant, une quantité énorme de données, et cette quantité, je vais devoir la réduire. La réduire comment? Pas en supprimant n'importe quelle donnée, mais en faisant une réduction visuelle. Pour ça, on peut utiliser deux choses qui sont les statistiques descriptives. Donc, ces statistiques descriptives, c'est quoi? Ce sont les différents quantiles, ce sont les moyennes, les médianes et tout ça, les corrélations aussi, qui vont me permettre de me concentrer non pas sur le million de données, mais sur quelques valeurs spécifiques qui caractérisent mes données. Un autre moyen de faire cette réduction visuelle, ce sont les graphiques. Qu'est-ce que c'est qu'un graphique? Ben, tout le monde le sait, mais ça permet vraiment de voir comment se répartissent les données, quelle est la fréquence de chaque donnée. C'est un petit peu l'histogramme que j'avais tracé au préalable. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à ma phase d'analyse. Ma phase d'analyse, c'est quoi? C'est vraiment d'explorer les relations, les corrélations entre toutes ces informations, et puis créer des groupes, des clusters. Et donc là, ça va devenir ce que je vais délivrer à mon business, ce que je vais délivrer à mes stakeholders. Donc leur dire, voilà, vous m'avez passé 2 millions de données, et moi je vous dis que dans ces 2 millions de données, eh ben, il y a deux types de... Les personnes viennent de deux pays, elles viennent soit du Canada, soit de France, il n'y en a aucune qui vient de Belgique, c'est assez surprenant. Et finalement, ils peuvent prendre après leur décision business sur ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec du R? Eh ben, la première phase pour du R, c'est simplement de charger les données. Alors, comment peut-on changer les données? Mais il y a un ensemble de fonctions à nouveau qui permettent de faire ça. C'est soit readTable, read qui est vraiment la fonction générique où vous devez tout paramétriser, ou bien readCSV et readCSV2 qui permet de lire des données qui sont en CSV ou bien avec des tables délimitées, ou readDelim qui permet vraiment de faire sur un fichier délimité. Donc ce sont un ensemble de fonctions, il y en a encore bien d'autres qui vous permettent de charger un jeu de données en mémoire de R. Et surtout, il y a les packages additionnels. Ce sont des petits packages qui sont développés par, pas directement par l'équipe qui développe R, mais qui sont développés soit par des partenaires externes ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement. Ils sont vraiment intégrés dans R. En plus, c'est très facile. Et l'un d'eux s'appelle RODBC. Et ce RODBC vous permet de vous connecter à une base de données comme SQL Server. Il y en a d'autres pour lire des fichiers Excel ou lire des fichiers XML. Alors, on va poursuivre avec une première analyse de données avec R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette analyse de données avec R? Ben, je vais taper du code, on the fly, non, je l'ai préparé à l'avance, et à la fin, on va essayer de faire une régression linéaire. Donc, on va essayer de voir s'il y a des corrélations entre les données et de faire une régression linéaire. Donc, on va avoir à la fin un beau graphique comme celui-ci qui nous dira... On voit la ligne qui est tracée et qui est notre régression linéaire, et on affichera aussi les résidus de cette régression linéaire, donc la distance entre les points et la régression linéaire. Ops, donc retour du côté de RStudio. On va passer ici à ma première démo. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement me connecter à ma base de données SQL Server. Alors, le titre de la session est intégration avec SQL Server. C'est pas encore maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis longtemps. Je vais vous montrer comment vous servir de R et
ça va être utile dans la phase suivante. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Simplement, dans les lignes de code, je vais dire que je dois utiliser ma librairie RODBC qui me permet ici de me connecter en ODBC à SQL Server. Là, je crée ma connexion, tout simplement, je vais donner une connection string. Et puis ici, je vais simplement lui donner une query SQL et ici, fermer ma connexion. Donc ça, je peux faire. Et directement, on voit ici que j'ai ici mon dbundle qui a été créé. Donc je vais regarder directement le résultat. Il s'est affiché ici dans le fond. Et donc qu'est-ce que j'ai? Pour chaque année, pour chaque mois, un montant total, donc qui est le montant des ventes, ou oui, probablement des ventes, et un nombre de commandes qui a été exécuté. Donc j'ai ça pour les 41 mois. Donc, si je regarde le titre des colonnes, c'est toujours très intéressant à regarder, c'est un simple command name qui me permet d'avoir le nom réel de mes 4 colonnes. Voilà, donc ça, première exploration de données, toujours regarder le titre de ces colonnes. Alors ici, j'ai encore pris un exercice assez simple puisque j'ai pris que 41 lignes, mais comme vous avez plusieurs millions de données, il est toujours intéressant de regarder que les 3 premières lignes, toujours pour voir à quoi ça ressemble, et voir que ici j'ai bien les premiers mois de l'année 2013, et les derniers, ici, donc je n'affiche que les 3 dernières lignes de mon résultat. Une autre façon de faire est de pouvoir dire ici, je vais regarder les 10 premières lignes, mais je ne m'intéresse qu'à mon observation total including text, donc le montant total des ventes, et ici, dans le fond, il m'affiche les 10 premières valeurs. Voilà. Alors, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure, quelque chose de très intéressant, de nouveau, c'est le summary. Le summary ici, qui va me dire que, par exemple, pour le montant total, mon minimum que je retrouve, c'est un montant de 3 millions, mon maximum est à 6 millions, et on voit que ma moyenne et ma médiane sont assez proches. Par contre, ici, pour le calendar year et pour le fiscal month number, eh bien, il me fait la même chose. Donc, il me dit que c'est de 2013 à 2016, ce qui n'est pas nécessairement le plus intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça ce sont des facteurs et pas des observations. Et donc ce que je vais faire ici, c'est lui dire, attention, tu t'es trompé, ces 2 colonnes-là, tu dois les traiter comme des facteurs. Ok. Donc maintenant, si je regarde le STR, il va me dire que ma calendar year, c'est un facteur et non plus une observation, puisque si ça avait été une observation, il m'aurait mis num, int ou quelque chose comme ça. Et il me dit donc qu'il y a 4 niveaux qui sont 2013, 2014, ainsi de suite, et que les mois 1, 2, 3, 4 sont ici pour mon fiscal month number. Donc je viens ici simplement transformer mes 2 premières colonnes en un facteur. Donc si je refais mon summary, eh bien, dans ce cas-ci, il ne va plus se tromper. Il ne va plus me parler de moyenne et tout ça. Il va me dire, voilà, les différents cas que tu as, c'est 2012, 2013. J'ai 12 observations en 2013, 12 en 2014. Une autre façon de regarder, c'est de regarder aussi les quantiles. Alors, qu'est-ce que c'est les quantiles? Ça me permet vraiment de voir où sont mes valeurs. Donc, je vais regarder ça pour mon montant total. Et donc, je vois le plus bas, je l'avais déjà dit, c'est ici, c'est le même. C'est 3 244, hop, hop, hop. Et le 100%, c'est à 6 millions. Alors, j'ai les valeurs à 25, 50, 75%. Très facile aussi si je veux les quantiles à 40 et 60%. Simplement ceci, donc avec une petite définition ici d'un vecteur, où je lui dis, ben, j'en veux 2, 0,4, 0,6, et je réapplique la même fonction. Et hop, il me donne mes quantiles à 40 et 60%. Ok. Alors tout ça c'est bien joli, mais il est peut-être temps de passer à une représentation graphique. Et donc ici simplement je peux faire un histogramme. Cet histogramme me montre ma répartition du montant total mois par mois au cours de ces 4 années. Ok, désolé. Bon, c'est bien beau en histogramme, mais parfois ça cache un peu des vérités, et donc il fait parfois intéressant. Ici, ce que je vais faire, c'est créer un vecteur de densité, donc c'est-à-dire de regarder chaque valeur à l'intérieur de mon résultat, et puis de tracer un beau graphique en forme de plot. Voilà, simplement 2 fonctions. Et ici, on voit que Isabelle s'amuse à me retweeter, et que j'aurais dû couper ça. Et donc, on voit ici mes valeurs. Donc la répartition de mes valeurs, donc on voit ici autour de 5 millions, et je vois que j'ai quand même une belle courbe statistique, et que je vois vraiment quelque chose, non plus de trop lisse qui paraîtrait un peu fake, mais j'ai quelque chose de réel, et on voit qu'ici, sur le fond, ici, j'ai quand même une petite queue qui est non négligeable.
Alors, une autre façon de faire, c'est de regarder aussi, je vais ici simplement tracer un bar plot, donc c'est un espèce d'histogramme, et je vais lui dire, intéresse-toi au calendrier, parce que j'aimerais bien savoir si j'ai le même nombre de variables par mois, d'observations par mois, donc excusez-moi, si j'ai le même nombre de mois dans chaque année, et donc je vois qu'ici, en effet, pour 2016, j'ai moins de mois qui sont présents que pour 2013, 2014 et 2015. Donc tout ça, c'est une façon très visuelle de réduire vos données. Vous permettez déjà de comprendre mieux les données. Mais R vous permet aussi de faire des agrégations. Donc ici, ce que je vais lui demander, c'est d'agréger les valeurs montant total sur base du mois et de faire un summary de ça. Donc simplement, je vais faire ceci. Oups, passer ces deux commandes-là. Et on voit que voilà, mois par mois, j'ai un summary, donc il va me donner un max, un premier quantile, un deuxième quantile. Donc pour le mois de janvier, on voit que mon maximum, c'est 4,3 millions sur l'ensemble de mes 3 ou 4 années ici. Je peux également afficher ça, ce graphique. Et donc ici, je vois mon min, mon max, ma médiane et ma zone de confiance ici qui me permettent de définir mois par mois le montant auquel je dois m'attendre pour mon montant total des ventes. J'aurais pu faire la même agrégation par année, et simplement, ici, je vois que, eh bien oui, en effet, je commence à me dire qu'il y a une tendance que d'année en année, ça, le montant total de mes ventes augmente. C'est bien, ça veut probablement dire que je ne vais pas faire faillite. Autre chose ici, c'était une autre façon de le faire, c'était de tracer le même box plot avec la même chose. Donc, je ne suis pas obligé de faire nécessairement des agrégations. La plupart des graphiques gèrent l'agrégation directement en interne. Et donc, je pouvais arriver au même résultat. Vous allez me dire, ils sont beaux tes graphiques, Cédric? Enfin, ils sont pas très beaux en fait. Donc, il y a moyen seulement de faire mieux. Et oui, en effet, voilà, simplement deux petites fonctions. Et ici, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai déjà changé ici pour mettre un titre différent. Simplement, j'ai mis un titre sur l'axe. Voilà, c'est tout simple. YLab. Il suffit de savoir que c'est YLab et il y a une documentation, une aide vraiment qui est très efficace au niveau de R à ce niveau-là. Après, ce que l'on peut faire aussi, c'est ici sur l'axe, ce que j'ai fait, c'est lui dire de jumeler mon année avec mon mois et de mettre un séparateur "-m", et donc je vois 2013, M1, M2, M3, M4, M5. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors, une autre façon de faire, c'est de regarder au niveau des plots ici. Donc, ce que je suis en train de regarder maintenant, c'est s'il y aurait un lien entre le nombre de commandes qui est passé et le montant total des ventes. Et donc, on voit ici que de mois en mois, oui, il y a quand même une tendance qui se dégage, il y a une courbe à peu près droite entre les deux. Si je veux regarder si j'ai toujours ce résultat-là année par année, ben ici je suis passé en mode Technicolor. Donc il y a des ensembles de points rouges ou verts, et ce point rouge, vert, noir dépendent de mon année. Donc assez facilement, j'ai pu passer comme ça en une ligne à quelque chose de beaucoup plus parlant. Si j'avais aussi voulu montrer les mois, voilà, donc, vous voyez que les mois apparaissent en forme de triangle ou en forme de petites croix. Il y a toujours la couleur qui est mise dessus et ça permet de mieux comprendre parfois les données, même si ici c'est pas vraiment le cas. Alors, on va continuer et maintenant je vais regarder un ensemble de graphiques qui se génèrent automatiquement en fonction de ce qui est contenu dans ma variable, qui est ici une data frame. Et donc, ça permet d'avoir un petit graphique où il prend chacun des vecteurs et il le compare l'un à l'autre. Alors, on voit que, bon, bien sûr, c'est pas très parlant ici, j'ai le nombre de mois par rapport au nombre d'années, donc on a un ensemble d'observations, vous savez pas vraiment ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est plus ces deux-là. On voit que, en fonction de mon montant total et de mon nombre de commandes, j'ai une droite qui se trace. On voit que je n'ai pas cette relation non plus quand j'utilise le mois ou l'année. Ça va être difficile de prévoir que ce soit le montant total ou le nombre de commandes sur les mois précédents. Alors, donc j'ai une petite intuition grâce à ce graphique-là et au précédent qui me dit qu'il y a une corrélation entre mon montant total et mon nombre de commandes. Alors, ici, je viens juste de calculer mon coefficient de corrélation en une ligne et il me dit qu'il est de 0,97. Donc ça, c'est exceptionnellement bon au niveau statistique et ça permet de me dire que oui, il y a probablement bien une corrélation entre les deux. Alors, ce que je vais faire ici,
de nouveau en une ligne, je vais créer une régression linéaire. Donc, régression linéaire, c'est LM tout simplement. Et je lui dis, voilà mes deux paramètres, essaye de tracer une régression linéaire. Hop, on va le faire. Et on va afficher aussi les valeurs de fit. Donc, fit, c'est ma régression linéaire. Et elle me dit qu'elle a une interception, donc l'axe, c'est le moment où ça va croiser l'axe X et Y qui est à moins 82 000. Et puis qu'il faudra utiliser le nombre de Horger-Kant et le multiplier par 897. Donc, si je veux maintenant savoir qu'est-ce qui se passe si j'ai 5000 commandes, eh bien 5000 commandes devraient me générer à peu près un chiffre d'affaires de 4 403 000. Alors, si je veux voir exactement ici si mes résidus sont bons, eh bien, je peux faire l'ensemble ici qui va me dire, voilà, donc le résidu c'est la distance entre le point qui a été réellement observé, donc l'observation, et la droite de la régression linéaire. Et donc ici, je peux regarder et je vois que, en moyenne, bien sûr, c'est 0, puisque sinon ce ne serait pas une régression linéaire ou qu'elle serait mal faite, et qu'au maximum, j'ai une distance de 307 000 $. Ok. Alors, on peut tracer ceci. Tracer ceci, ça va aller relativement vite. Donc, je vais faire un plot. De quoi? Je vais mettre sur les axes le montant total et le nombre de commandes, tout simplement. Et je vais ajouter ma ligne ici, c'est ce que je fais là, qui est ma ligne fit. Et donc, ici, directement, j'ai une droite avec un ensemble de petits points bleus qui apparaît, parce que j'ai décidé de les mettre en bleu, ça c'est pas R qui le fait automatiquement, je l'ai mis ici en bleu, et qui apparaît sur ma droite et qui permet de justifier que oui, on n'est pas très loin avec ma droite, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Alors je vais faire apparaître les résidus aussi, donc ça je peux faire simplement comme ça, c'est le calcul de tous les résidus et traiter des segments. Et donc mes résidus, j'ai réussi à faire un petit segment qui me permet d'être à la perpendiculaire et de voir ma distance. Alors, une autre façon de le faire, qui est beaucoup plus jolie, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Calibrate et qui va me permettre en plus de rajouter les montants. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai filtré entre 5000 et 6000 commandes et je vois alors ma distance ici pour les différents points qui apparaissent. Alors, j'ai dit qu'il y avait moyen de faire des très très jolis graphiques en R, et le moyen de faire des très jolis graphiques en R, c'est d'utiliser des librairies additionnelles. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est créer une fonction. Alors, je ne vais pas passer les lignes une par une, je vais juste exécuter ça. Donc ça, c'est du code que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, qui vous permet de définir une fonction qu'on appellera regression plot, et ici, je vais directement l'appliquer. Donc normalement, ça va créer un ensemble de graphiques, voilà, qui sont beaucoup plus jolis déjà et qui me permettent vraiment d'arriver à comprendre mes données. Donc ici, là, on entre un peu plus dans des statistiques sur ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire, mais ça veut dire en gros que ma régression n'est vraiment pas mauvaise. Mais voilà, les graphiques sont déjà beaucoup plus jolis et c'est ça que je voulais montrer ici. Revenons-en ici et continuons notre idée avec, avec à quoi ça sert cette agrégation de R et SQL Server. Voilà, au bout d'une demi-heure, on va quand même y arriver. Et donc, les différentes étapes de l'analyse de données. On a vu déjà ce slide précédemment, mais ce que je veux montrer ici, c'est le rôle qui est joué par SQL Server. SQL Server est un excellent outil pour collecter les données, que vous le fassiez via BCP ou bien via SSIS, ou vous récupérez les données de n'importe où, et en établir la structure, et bien ça, vous servez simplement du moteur SQL Server, et ça, c'est vraiment les forces depuis longtemps de SQL Server. Par contre, tout le reste, toute cette exploration de données que j'ai réalisée assez rapidement, eh bien, vous pouvez la faire avec R. Et donc, les deux sont vraiment très, très complémentaires. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est bien tout ce que tu nous dis là, mais en fait, ce que tu as fait précédemment avec RoDBC et avec du R, on peut le faire depuis très longtemps. Et en effet, le slide au bon endroit, c'est pas grave. Et donc, tout ça, on peut le faire depuis très longtemps, mais ça pose un problème depuis très longtemps aussi, c'est qu'il faut déplacer les données depuis SQL Server vers le poste client sur lequel vous faites tourner R. Et donc, tout ce déplacement de données, il introduit une latence, un problème aussi de sécurité, un problème de rafraîchissement aussi, parce que généralement, c'est tellement lent que les gens vont arriver à faire des copies plutôt dans des fichiers de texte et tout ça, qu'il faudra arriver à remettre à jour et tout ça. Donc ça pose un ensemble de problèmes qu'on connaît bien en Data Warehouse,
déplacer les données, c'est toujours pénible. On est aussi limité par les performances de la station de travail. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La station de travail, c'est généralement le laptop du data analyst, et le laptop du data analyst, c'est jamais le laptop le plus puissant, en tout cas pas aussi puissant qu'un serveur. Il y a des mémoires qui sont limitées, tout ça, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et le gros problème, c'est comment on va en production avec une telle architecture. Franchement, c'est très très difficile. On ne va pas passer le laptop du data analyst en production. Et donc, c'est là où vient l'idée supplémentaire, intégrons R et SQL Server. Donc, quels sont les avantages? C'est bien sûr ce monde avec le meilleur des deux mondes, c'est que vous allez pouvoir utiliser en un seul outil quelque chose qui vous permet de faire des ETL, que ce soit SSIS, BCP, ou ce que vous voulez pour charger les données. SQL Server qui va vous permettre de faire des requêtes rapides, vous pouvez aussi tirer profit des column store index et ce genre de choses. Donc, vraiment, tout ça est très intéressant. Mais finalement, vous allez utiliser R pour l'exploration de données, les modèles prédictifs et la visualisation. Alors, la récupération des données aussi est beaucoup plus rapide. Il faut savoir que RODBC n'est pas réputé pour être très rapide, c'est même plutôt réputé pour être lent. Et donc, tout ça va aller beaucoup plus vite puisque même vous allez pouvoir faire du data streaming. C'est-à-dire que dès que les premières données vont sortir de votre requête SQL, elles vont déjà être traitées par R et on ne va pas attendre que toutes les données soient là. Et donc, les données vont arriver par paquet. Alors, on va pouvoir aussi, grâce à l'intégration de SQL Server et de R, faire du traitement en parallèle. Donc, on n'a pas limité à un nœud unique, on peut faire du scale-out, vous pouvez répartir la charge sur plusieurs serveurs R, et tout ça fonctionne très bien. Et gros avantage de l'intégration aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de C# ni de RDBC, mais surtout pas de C#. Il y a moyen vraiment d'intégrer les deux sans avoir un langage d'intégration entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intégrer R et SQL Server? Eh bien, avant tout, lorsque vous lancez votre installation, il faut être sûr d'avoir coché les deux bonnes cases. Donc, l'engine service que vous êtes obligé, donc le moteur de DB SQL, et R service, c'est la fonction in database. Donc, ça, c'est deux choses que vous êtes obligé de cocher si vous voulez faire de l'intégration R. Par contre, il est strictement inutile d'installer le R server en standalone. C'est même pas très recommandé de le faire. Il est disponible avec SQL Server, mais n'installez pas les deux sur la même machine, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens à mon avis. Alors, comment ça va se traduire au niveau des services qui sont installés? Eh bien, vous allez avoir votre service habituel qui est SQL Server, qui est vraiment le moteur de la base de données, mais en plus, vous allez en avoir un deuxième qui est SQL Server Launchpad. Alors ça s'appelle pas R ni rien, parce qu'en fait c'est même prévu par Microsoft de peut-être sortir autre chose une fois une intégration avec R. Donc ça s'appelle Advanced Analytics Extension, et tout ça veut dire que peut-être un jour on aura une autre intégration que R. Si vous démarrez le second service, eh ben, le moteur de DB SQL Server va aussi démarrer, donc les deux sont liés et vous ne pouvez pas faire tourner le Launchpad sans le moteur de base de données. Alors, si c'est vraiment la première fois que vous intégrez R, il faut lui permettre de tourner des scripts externes. Donc, les scripts externes, ce serait quoi? Ce sera du code R à partir de SQL Server. Et donc, ça se fait simplement avec les deux fonctions ici. Une fois que vous les avez passées, vous avez ce petit message qui vous dit de reconfigurer, même si vous venez de reconfigurer, mais de toute façon, il a reconfiguré. C'est pas nécessairement très bien expliqué, mais c'est très clair comme ça. Donc, on a, si vous voulez vérifier les valeurs, eh bien, voilà, il faut une valeur de 1 ici. Et tant que la valeur n'est pas à 1, il est inutile d'essayer de faire tourner vos scripts R, ils ne tourneront pas. Un nouveau droit, un nouveau privilège, qui est Grant Execution External Script. Donc, c'est vraiment ce que vous devez faire pour être sûr que si votre utilisateur n'est pas admin, il puisse aussi utiliser des codes R sur une database. Alors, on va faire une petite démo, et dans cette démo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le résultat de mon exploration de données que j'avais fait avec du R déconnecté de SQL Server. Je vais récupérer ma régression linéaire et je vais l'appliquer directement dans SQL Server sans devoir passer par un composant externe, sans devoir passer par du R. Alors, on va repasser par là. Hop. Donc ici, je me retrouve dans un outil qu'on connaît tous et qui est SSMS, donc quasiment la dernière version. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je lui dis d'utiliser ma database
qui est ma database Worldwide Importer, donc c'est la nouvelle exemple de Microsoft, enfin la nouvelle DB d'exemple de Microsoft, et je vais lui dire ici que je dois exécuter une storeproc qui est execute external script. C'est toujours celle-là, c'est donc quelque chose qui a été installé automatiquement quand je lui ai dit d'utiliser le Launchpad, donc l'Advanced Analytics Service, et je lui dis que ici, mon langage, c'est du R. Et donc, ici, je vais lui mettre du code R. À quoi ça ressemble? Eh bien, je lui dis que j'ai un input dataset, on va tout de suite voir ce que c'est après, mais pour l'instant, sachez juste que c'est, en gros, la query SQL qui va vous permettre de passer l'ensemble des valeurs à votre script R. Ici, j'applique ma régression linéaire, donc c'est toujours ma fonction lm, qui va aller dans une variable que j'appelle fit. J'ai changé un peu le nom de mes colonnes parce que il est un peu moins sympa au niveau de l'intégration de R pour avoir des noms qui ont des espaces et tout ça, mais ça, c'est un petit peu du détail. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un vecteur avec mes coefficients 1 et 2, donc mon x et mon y, et je vais transformer ça en un data frame. Donc, un data frame, je rappelle, c'est quoi? C'est juste une table. Et ici, je lui dis que ça vous ira dans output dataset, et output dataset, par défaut, c'est ce qui va ressortir de masterproc. C'est le résultat de masterproc. Ici, je définis input data 1, alors ça, c'est simplement quelque chose qui va alimenter input dataset, et je lui donne ma query. Ici. Donc, ici, j'ai mon script R, ici, j'ai ma requête SQL, et tout ça va me sortir un résultat. Donc, hop, on va l'exécuter. Ça va prendre un petit peu de temps à tourner parce que c'est toujours le cas au début, la première fois. C'est un petit peu comme du SSRS, même si c'est mieux. Et donc ici, je vois que j'ai mon axe qui est à, enfin le croisement de mes axes est à moins 34 000, donc mon facteur X, et mon facteur Y qui est à 912. Alors, pourquoi c'est pas les mêmes chiffres? Parce que j'ai rajouté ici des petites conditions pour avoir autre chose comme résultat. Ok, donc ça c'est simplement via la fonction sp execute external script que je peux, à partir de code TSQL, appeler du code R. Donc je lui donne un ensemble de données qui sont extraits à travers ma requête, ici, et je passe ça, et ce qui m'est retourné, c'est exactement ce que je veux dans une data table. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va utiliser, en fait, maintenant, je vais créer ma propre procédure qui va appliquer la régression linéaire. Et donc, ce que je vais lui passer, c'est un paramètre qui est le territoire. Et je vais lui demander, voilà, si je veux savoir ce territoire-là, quelle sera ma régression linéaire? Donc, quelle sera la valeur de X et de Y si je te demande pour le Far West? Donc, ce que je fais ici, c'est déclarer une variable, et je vois ici que mon paramètre, alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre en bleu, merci. Ici, je le passe comme ça, donc je suis obligé de caster, c'est du nvarchar. Bon, ça paraît un petit peu bricolo, c'est une version 1.0, mais c'est tout à fait fonctionnel. Je réapplique ma même régression linéaire, donc mon script R ne change pas, et ici, je lui définis mon résultat set, c'est du float des deux côtés. Alors, si je fais ça, je peux l'exécuter, et je vais avoir une valeur ici. Si je lui demande pour la région Grand Lac, eh ben, voici ma régression linéaire. Si je lui demande pour la valeur Far West, voici ma régression linéaire. Donc ça, tout ça a juste créé une storeproc que j'ai appelée 2 fois. Et donc c'est tout à fait transparent pour moi. Je ne sais pas quand je fais mon exec.db linear regression s'il utilise du code R, s'il a décidé de tout faire en C# ou même s'il a décidé de faire ça avec du CLR. Très très transparent pour les utilisateurs. Le point suivant, c'est de se dire, c'est bien beau cette régression linéaire, mais maintenant je vais non seulement donner le territoire, mais je vais aussi lui donner une valeur et voir quelle est la prévision, en quelque sorte, qui va sortir de cette régression linéaire. Donc tout ça, c'est une petite storeproc qui va faire appel ici très clairement à la storeproc précédente. Donc je vais récupérer mes valeurs X et Y que je mets dans une table temporairement et je refais un select pour avoir mes valeurs ici. Donc, si j'exécute ceci, je vois que lorsque j'aurai 3500 commandes pour les Grands Lacs, je devrais avoir un montant d'à peu près 3 millions, et ainsi de suite pour le Far West, ça devrait me donner à peu près 3 millions, et ici 7500, 6 millions, ou 600 000, 6 millions. Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, je peux exploiter ce résultat-là dans une application, qu'elle soit normale, que ce soit du web ou n'importe quoi. C'est juste du SQL. Et pour les personnes qui consomment ce SQL, c'est tout à fait transparent. Au niveau mémoire et tout ça, c'est beaucoup plus performant aussi. Il n'y a pas de transfert de données, donc tout se fait au sein de SQL Server. Ok, où je suis ici. Donc, c'est une grande réussite que cette intégration entre SQL Server et R, car ça permet vraiment d'appeler du code R qui est prêt. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que quand on essaye de faire de l'exploration de données telle que je l'avais fait dans la partie précédente pour vraiment voir mes données, utiliser les graphiques et tout ça pour vraiment comprendre mes données, ben là je vous recommande toujours malheureusement de faire du R directement dans R parce que c'est assez pénible d'écrire directement le code en SQL Server. On va gagner assez peu de temps et l'outil R est tellement bien fait qu'il est beaucoup plus adéquat sur ça. Mais une fois que vous avez votre modèle, donc que ce soit une régression linéaire ou quelque chose de plus complexe, hein, ça peut être de la clusterisation, du machine learning ou tout ça, une fois que vous avez votre algorithme qui permet de faire ça, c'est très facile de faire un copier-coller et de le transférer au niveau de SQL Server et donc de l'appliquer là en production tous les jours. Il va tourner peut-être toutes les 10 secondes ou peut-être toutes les 20 secondes, chaque fois que vous devez faire une prévision, et tout ça va être intégré très facilement. On peut même aller un peu plus loin et c'est utiliser R et Reporting Services. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec R et Reporting Services? Eh bien, simplement, on va essayer de faire un beau graphique R dans Reporting Services. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de data source qui s'appelle R. Non, ça n'existe pas encore, peut-être dans une prochaine release. La bonne nouvelle, enfin la pseudo-bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution sur Codeplex. Si vous cherchez donc, cette solution sur Codeplex, vous dire téléchargez-moi et lisez bien le fichier doc. Franchement, pour l'avoir fait moi-même et y être arrivé, je dois être le seul à y être arrivé, c'est très compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de connaissances en C#. Il y a peu d'explications sur ce qu'ils veulent faire. Ça demande de faire du copier-coller des DL que vous compilez vous-même un petit peu partout. C'est une misère. Vous devez changer un nombre incalculable de fichiers de config au niveau de Reporting Services. Bonne chance si vous voulez le faire et bonne chance pour arriver à ce qu'un administrateur accepte d'installer ça et de suivre cette procédure sur un de vos serveurs. Mais il existe une solution qui est beaucoup plus simple. Alors, on va essayer de la schématiser en quelques lignes. Donc, tout le monde sait que depuis Reporting Services, c'est super facile d'exécuter du code TSQL. Eh ben, on va le faire ça. On va faire ça, donc, du code TSQL appelé par Reporting Services. Ce code TSQL va appeler du code R. On vient de voir que c'était tout à fait possible. Ce code R va générer un graphique sous forme binaire. Et ce forme binaire, on va la stocker au niveau d'une table SQL Server. Une fois qu'elle sera stockée au niveau de cette table SQL Server, ben, il est tout assez facile de lire le binaire depuis la requête SSRS et de placer ce résultat dans un composant image. Alors, si ce n'est pas clair, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le code et on va voir que c'est tout simple. Donc ici, j'ai créé un petit rapport tout simple. Donc j'ai un premier dataset ici, on peut simplement voir, c'est le nom, enfin c'est le nom de tous les territoires qui s'affiche ici, donc qui s'affichera dans une drop-down pour qu'on puisse choisir et tracer la régression linéaire pour chaque dataset. Et ici, le deuxième dataset, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va d'abord dire ici d'exécuter une storyboard que j'ai écrit juste précédemment qui permet de tracer un graphique, je la montrerai après, et qui se base déjà sur les autres qu'on a fait précédemment. Donc ça retourne un binaire que je vais insérer dans une table. Et ici, qu'est-ce que je lui demande? Ben, récupère-moi ce que tu viens d'insérer dans la table, tout simplement. Ok. Et donc, ici, au niveau de mon image, donc les properties de l'image, je vois qu'ici j'ai une expression. Alors, je ne pas. Donc, il suffira de me dire, voilà, prends la valeur plot qui est dans mon dataset 2, donc dans le dataset que je viens de montrer, et je lui dis bien que c'est un JPEG. Alors, à quoi ressemble ma fonction? Ma fonction, elle est ici. Donc ici, simplement, première chose, création de ma table plot. D'accord? Donc je vais simplement mettre un ID qui est un identity pour avoir très facile de récupérer le dernier plot. Et ici, mon plot, c'est quoi? C'est juste un var binary, donc un champ binaire. Donc
Je crée une autre procédure. Alors j'ai toujours ma superbe requête que j'avais précédemment, où j'ai bien ici mon territoire que je vais lui passer, donc mon territoire qui va être reçu ici depuis SQL Server. Et ici, j'ai toujours mon script R. Alors, le début, c'est toujours la même chose, donc voilà. Ici, input dataset, c'est lié directement à ma query qui est au-dessus. Donc ça, c'est mon résultat. Je fais ma régression linéaire ici sur les deux valeurs totales et count. Et puis, je génère une image. Alors ici, c'est un fichier temporaire. Je lui dis que ce fichier temporaire, ça va être une image de 600 sur 350 de type JPEG. J'envoie ici la création du graphique. Donc, tout ça va me permettre de créer le graphique. DevOff, c'est juste pour terminer le device, c'est un petit truc qu'il faut savoir quand on fait ce genre de choses, donc ça se retient par cœur. Et puis, je vais lui dire, donc tu as ton fichier image, c'est du binary, en RAW, il fait maximum une taille de 1 million d'octets, voilà, et tu vas le lire, et tu vas mettre tout ça dans une data frame. Et donc, qu'est-ce que tu vas ressortir de ta storeproc? C'est un var binary max, qui sera mon graphique. Et donc, si je fais ceci, il va me créer mes deux graphiques, voilà, et il va me montrer le dernier. Ok, je vois ici un ensemble de graphiques, ils sont tous différents parce que dans le coin supérieur gauche c'est plutôt blanc, donc c'est pour ça que je sais pas du tout comment il fait JPEG, mais bon, en gros c'est pour ça que ça ressemble toujours à la même chose, mais on va voir que c'est pas la même chose quand on les affiche. Donc ça, ce sont tous mes graphiques JPEG qui ont été stockés, donc les deux derniers ont été créés pour la région des Grands Lacs ou le Far West. Ok, on va switcher maintenant sur Reporting Services. Ok, donc ici j'ai mon rapport, donc le rapport que j'avais montré précédemment dans Visual Studio ici, je l'ai déjà déployé ici. Ça me permet de sélectionner une valeur. Je vais prendre ici le Far West. Hops, et de faire un View Report. Voilà. Et donc ici, j'ai ma fonction qui me permet de faire ce que je veux. Alors, je vois que j'ai réexécuté masterproc, ce n'est pas exactement la même. Et donc, ça se voit pas trop à mon avis. Voilà, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Ça devrait fonctionner. Donc, j'avais changé ici. Donc, c'était pour ça. Il y avait de bonnes raisons. Bon. Voilà, mais croyez-moi, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, bien sûr, c'est toujours l'effet démo. La dernière, bien sûr, ça plante. Oups. Je vais y arriver. Il me reste 2 minutes, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, comme ceci. On va essayer une dernière fois. Donc les segments sont définis ici. Oups. 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 Voilà. Une chance sur deux que ça rate. Ouais, je crois même que je vais arrêter parce que sinon ça va faire trop. Total et count. Comme j'ai dit que tout était. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Non. J'ai abandonné, mais l'idée, vous l'avez. Vous mettez ici toute votre fonction et ça vous trace ici le beau graphique au niveau de Reporting Services à chaque fois qui est visible en fonction de ce qui est sélectionné ici. Donc cette intégration peut tout à fait fonctionner. Voilà, alors j'ai pas vu de questions arriver pendant la session. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde s'est endormi ou parce que j'ai été très clair. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Parfait. Merci beaucoup, Cédric. J'ai pas vu de questions, donc tu as sûrement été très, très clair.
J'imagine. De toute façon, ça sera disponible, l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur le site de PASS 24 HOP. Donc, c'est ça. Merci beaucoup encore, Cédric, et au plaisir. Mais bien sûr. Au revoir. Au revoir.